Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Comment devenir dirigeant d'un organisme de protection sociale? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, car nous accueillons l'EN3S, l'école, la grande école publique de la protection sociale. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de l'EN3S, Dominique Libaud. Bonjour Dominique, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Et également l'un de vos anciens étudiants, hein, la 59e promotion, qui a été rebaptisée la promotion Simone Veil. Il est actuellement responsable du pôle prestations en espèces à la CPAM des Hauts-de-Seine. Et tu t'appelles Enguerrand de Lyon. Bonjour Enguerrand, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et toi? Eh bien, c'est gentil de me demander, je vais très bien. Je suis ravi de savoir que vous allez très bien tous les deux également. Vous êtes tous les deux là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Alors le pitch, Dominique, vous le savez, hein, c'est 60 secondes pendant lesquelles vous allez devoir nous présenter votre école d'une manière un peu brève et succincte. Est-ce que vous êtes prêt, Dominique? Tout à fait. Alors nous vous écoutons. Alors, l'EN3S, c'est l'école qui prépare au parcours professionnel au sein de la protection sociale au sens large, c'est-à-dire à la fois les carrières de cadres dirigeants au sein de l'assurance maladie, de la retraite, de la famille, des URSSAF aussi, mais aussi des ARS ou de structures que vous connaissez plus mal comme les UGCAM, qui sont des structures de soins par exemple. Donc c'est tout de suite, il faut le noter, des parcours professionnels extrêmement diversifiés parce que aussi on peut être à la fois dirigeant, piloter la caisse, mais on peut être aussi sur les fonctions comptables et financières. Mais au début, on va pouvoir exercer tout un tas de fonctions extrêmement diverses parce qu'on retrouve des fonctions extrêmement variées au sein de caisses de sécurité sociale, des fonctions de pilotage de l'accueil, des fonctions de concertation avec les acteurs autour des caisses de sécurité sociale. Et voilà, j'insiste sur l'aspect de le parcours diversifié et qui a du sens parce que c'est évidemment donc pour le système de solidarité de la France, hein, qui est le plus important service public français, puisqu'il concerne tous les Français. Il a un budget beaucoup plus important que le budget de l'État. Et donc, c'est des fonctions éminentes sur des enjeux extrêmement actuels pour la France et les Français. Alors on a sensiblement débordé des 60 secondes, c'est la générosité sûrement déjà une des qualités qu'on doit retrouver chez vos étudiants. Mais avant de rentrer un peu plus justement dans la diversité des métiers, la diversité des cours et de la pédagogie proposée, je vous propose de commencer par une question, je ne sais pas si elle était philosophique, mais comment savoir si l'on veut travailler dans la protection sociale? Est-ce que c'est une vocation, Dominique? Je ne dirais pas nécessairement. Ça peut l'être, c'est-à-dire qu'on peut venir effectivement aiguillé par l'idée que ça a du sens quand même de faire fonctionner tous ces systèmes de solidarité qui sont au cœur de la société française, et ça peut être une vocation, mais il y a aussi des personnes qui viennent tout simplement parce qu'ils se disent il y a des enjeux très intéressants en termes de management, en termes de pilotage, en termes de faire évoluer donc des organisations, de pilotage du changement. Et donc, on retrouve différentes vocations hein, au sein de la sécurité sociale, et c'est très bien ainsi. Alors, Enguerrand, je pense que tu vois déjà ma question arriver à 3 kilomètres. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie? Comment tu as su que l'EN3S, c'était l'école que tu voulais intégrer? Honnêtement, il y a 2, 5 ou 10 ans, je ne savais pas nécessairement, enfin si, il y a 2 ans, si, je le savais pour le coup, mais il y a 5 ou 10 ans, je ne savais pas nécessairement que je voulais faire le N3S. Ce que je savais, c'est que je voulais travailler pour le service public dans un métier qui avait du sens et être au service des Français et des Françaises. Ça fait très académique comme propos, mais c'est la réalité. Et finalement, le N3S, ça correspondait parfaitement à ce projet, c'est-à-dire que peu importe qu'on soit en CAF, en CARSAT, en URSSAF, ou en CPAM, on est toujours au service des Français et des Françaises et on a la possibilité d'occuper tout un tas de postes avec une très très grande variété. Et c'est justement à la fois cette variété dont Dominique parlait déjà et le fait d'être au service des autres qui m'a poussé à faire le N3S. Écoute, en tout cas, je ne sais pas si c'est académique, en tout cas, c'est dit avec beaucoup de spontanéité. Dominique, maintenant, je propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Les concours, hein, il y en a 3. Il y a le concours externe, le concours interne et le 3e concours. Quelle différence entre ces concours? Quelles chances d'intégrer et combien d'élèves sont admis par type de concours? Alors, le concours externe s'adresse bien évidemment à des
étudiants qui n'ont pas encore normalement de vie professionnelle. Et donc là, selon les années, enfin cette année, il y a 29 postes offerts, donc en concours externe. Le concours interne s'adresse à des personnes qui ont déjà un bout de carrière au sein de la sécurité sociale et qui, donc avec l'ancienneté, peuvent aller vers le concours interne. Et puis le troisième concours a été créé il y a récemment et il s'adresse à, comme dans l'ensemble des troisièmes concours du secteur public, à des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, mais en dehors de la sécurité sociale et qui souhaitent rejoindre ce monde. Donc les trois voies sont ouvertes avec bien sûr un certain taux de sélection, 1 sur 7 à peu près pour le concours externe entre ceux qui passent les trois épreuves d'admissibilité et ceux qui sont reçus. Mais je le dis aussi, c'est des concours accessibles. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent oh là, ça va être très dur, etc. Oui, je ne dis pas que c'est facile, mais on a des personnes et les trois concours permettent effectivement d'avoir des profils extrêmement diversifiés. Et alors, quels sont les avantages pour la grande école de la protection publique de recruter comme ça de trois manières différentes, trois types de profils différents? Et alors après, Enguerrand, je te demanderai bien évidemment par lequel tu es passé et quel est ton parcours. Mais avant cela, Dominique, j'aimerais un peu entendre l'avis de l'EN3S. Pourquoi donner la possibilité de trois manières différentes d'intégrer l'école? Parce que depuis longtemps, il nous semble que la qualité d'équipe dirigeante dans le service public, c'est la diversité des profils. C'est pas avoir des clones, c'est avoir des personnes qui ont des parcours différents. Et alors, évidemment, nous sommes totalement renforcés dans cette conviction par les orientations du président de la République, puisque cette année, vous savez qu'il y a eu des orientations du président de la République sur la formation des cadres dirigeants du service public, et l'EN3S fait partie de ce qu'on appelle le tronc commun des écoles de dirigeants du service public avec 13 autres écoles. Donc, on a été identifiés comme des grandes écoles du service public. Et la demande du président de la République, c'est justement la diversité pour représenter aussi la nation. C'est-à-dire que nous avons aussi besoin que les Français se sentent reconnus à travers celles et ceux qui pilotent un service public aussi important que celui de la sécurité sociale. Alors, Enguerrand, voilà, je t'ai laissé presque le temps de préparer la question pendant que Dominique répondait. Mais alors, par quel concours tu es passé? Quel a été ton parcours, toi, justement, avant d'arriver et d'intégrer cette école? Alors, moi, j'ai fait le concours externe, donc le concours qui est réservé aux étudiants. Alors, mon parcours, il commence de manière assez classique. J'ai fait une licence à l'université, une licence d'administration publique, assez généraliste. Ensuite, il devient plus atypique puisque j'ai rejoint Sciences Po Grenoble en ingénierie de la fonction publique et en même temps, j'ai fait un master de sciences politiques à distance et un master de droit public à distance aussi. Et à la fin de ce cursus de 2 ans, j'ai rejoint Sciences Po Strasbourg en prépa ENA. On appelle ça prépa ENA parce que ça prépare un ensemble de concours, mais c'est vrai que le concours qui est principalement visé, c'est l'ENA. Et durant cette année-là, j'ai passé le N3S et donc je l'ai obtenu. Et tu as ressenti cette diversité dont parlait Dominique au sein de ta promotion, au sein de la promotion Simone Veil. Tu as vraiment pu attester, éprouver, et te dire bah oui, en fait, il y a une vraie valeur ajoutée à la diversité de ces profils. Tout à fait. Alors, pour faire une comparaison avec une école qui, à mon sens, a beaucoup moins de diversité, avec l'ENA, au sein même du concours externe, il y a beaucoup plus de diversité au sein de l'EN3S qu'au sein d'un concours comme l'ENA ou l'INET, puisqu'on vient de toute la France, à la fois d'universités et d'IEP, ce qui est la grande différence avec d'autres grands concours de la fonction publique où les élèves viennent essentiellement de Sciences Po et en particulier de Sciences Po Paris. Donc, c'est vrai qu'on a de la diversité au sein des étudiants externes. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est de partager une année complète avec des gens qui ont 40, 50, voire pour certains qui s'approchent de la soixantaine, et de pouvoir échanger avec leur parcours et voir aussi des profils qui sont extrêmement différents. On a des camarades de classe qui venaient de Guyane, par exemple. Donc déjà un sacré changement par rapport au métropolitain que je suis. J'imagine, oui. Tu parlais de classe prépa, de prépa ENA. Comment est-ce qu'on se prépare à ce concours justement de l'EN3S? Est-ce qu'il existe des centres de préparation conventionnés? C'est pour moi ou c'est pour Dominique Libaud? Non, c'est pour toi, Enguerrand, parce que c'est toi qui disais que tu avais fait une prépa justement à Strasbourg, oui, et donc j'aimerais bien qu'on élabore un peu plus, et je demanderai évidemment à Dominique de compléter, mais je voulais rebondir sur ton propos. Tout à fait. Alors, il existe plusieurs types de préparation. Alors, il existe des préparations généralistes au concours de la fonction publique.
comme celle que j'ai pu faire. Les prépas ENA préparent également à l'EN3S. Il existe aussi des prépas spécifiques pour le milieu du sanitaire et social. Je pense notamment à la prépa de la faculté de Rennes, qui prépare à la fois à directeur d'hôpitaux, à l'EN3S ou à D3S. Et puis, il existe des prépas plus précises qui sont vraiment orientées l'EN3S. Je sais que c'est le cas d'une prépa à Grenoble, qui est une prépa de cours du soir. Et puis, ça doit être le cas de d'autres préparations. Mais il y a vraiment beaucoup de centres de préparation. Et puis après, il est toujours possible, même si je n'ai pas d'exemple dans ma promotion, de préparer le N3S en candidat libre, si je puis dire, en travaillant sur des ouvrages de référence. Alors Dominique, peut-être que vous pouvez compléter la réponse d'Enguerrand, et puis j'aimerais ajouter une autre dimension. Voilà, Enguerrand dit que dans sa promotion, il connaissait personne qui l'avait fait en candidat libre. Est-ce que ça veut dire que ces prépas, finalement, elles sont essentielles, il faut à tout prix en faire une si on veut vraiment avoir une chance d'intégrer le N3S? Honnêtement, je crois qu'on peut les recommander, hein, parce que c'est vrai que statistiquement, elles donnent quand même nettement plus de chances aux élèves. Et donc, on a quand même beaucoup de reçus qui sont passés dans des prépas. Mais c'est pas totalement, c'est pas absolument indispensable. On a effectivement dans certaines promotions des candidats qui, suite à un master, par exemple, tentent directement l'école. Et non, ça peut arriver tout à fait. Donc, celles et ceux qui le veulent peuvent tenter. Je rappelle de toute façon qu'il y a 3 tentatives. Quelquefois, si c'est une première tentative, effectivement, pour regarder, pourquoi pas. Puis ensuite, on fait une préparation et on a la deuxième fois. Donc, ça peut être aussi un parcours. Je dis d'ailleurs que dans le parcours, parce qu'on n'en parlera peut-être pas, mais ça peut être intéressant de faire un stage dans un organisme à un moment donné. Alors notamment, en plus, si on n'a pas fait une prépa, pour s'acclimater, voir comment c'est, puis aussi vérifier que ça vous corresponde. Donc, on souhaite avoir des personnes, et heureusement, c'est le cas quasiment toujours, qui vont se sentir bien dans les organismes, qui vont s'épanouir. Et donc, quelquefois, c'est difficile à voir ce que c'est qu'une caisse. Donc, c'est peut-être bien de faire un stage. Et sur les centres, on a une douzaine de centres conventionnés, parce qu'on a un dispositif, notamment avec eux, qu'on appelle l'égalité des chances, et qui permet aussi de donner une aide particulière à des étudiants modestes et qui ont besoin d'un appui un peu particulier. Vous savez peut-être que les pouvoirs publics ont créé quelque chose récemment, ce qu'on appelle des classes talents. Ben, nous, on a un peu préfiguré ça avec notre système égalité des chances. Donc, c'est pour ça qu'on a un conventionnement pour venir un peu plus en aide à des étudiants modestes et qui souhaitent passer le concours. Et ces stages, justement, dans les caisses, vous aidez les étudiants à en trouver, ceux qui souhaitent en faire? Est-ce qu'ils doivent postuler directement? Est-ce qu'ils peuvent passer par vous? Alors, ils peuvent tout à fait postuler directement. Très souvent, donc, c'est des étudiants qui sont quand même dans un lieu de préparation, et ces lieux de préparation ont des relations avec les organismes, les caisses. Assez souvent, du reste, il y a des cadres de ces caisses qui sont enseignants dans ces préparations. Donc, ça peut se faire, mais si jamais il y a un problème et si jamais il y a une difficulté pour trouver un stage, oui, on peut aider. Donc, on est en subsidiarité, si j'ose dire, dans cette recherche de stage si vraiment l'étudiant a un problème. Et puis, Et si pour je peux me s'inscrire, permettre, il existe une oui, page Facebook des anciens élèves de l'EN3S qui est tenue par les élèves actuels de l'EN3S, mais qui associe aussi d'autres anciens élèves. Il ne faut pas hésiter à contacter cette page-là pour éventuellement demander un stage ou un ancien élève pour apporter cette demande de stage auprès des RH. et alors le titre de la page Facebook, Enguerrand? Je ne sais plus, puisque c'est pas moi qui Très la bien, tiens, mais il y a le mot le EN3S dedans. très bien. Et éventuellement, les anciens de l'EN3S, et puis on tente sa chance avec ça, et on doit, à mon Tout avis, à être fait. redirigé vers la bonne page. On doit Une pouvoir dernière trouver. question de... Pardon? On doit pouvoir trouver comme ça, oui. Parfait. Et une dernière question, Dominique. Comment on fait pour s'inscrire dans ces centres de préparation? Est-ce qu'il y a un nombre de places limité, les premiers arrivés, premiers servis? Sur quels critères on est accepté? Ah bah ça dépend des centres de préparation, hein, et donc c'est notamment les IPAG, etc. C'est pas nous qui gérons ça en direct, mais honnêtement, il y en a maintenant sur à peu près toute la France. Ils sont bien identifiés. Il n'y a pas de problème particulier pour y accéder, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très, très organisé. Nous, on est en train de faire un effort, je dirais, et
là où on avait un petit sujet, c'est dans les départements d'outre-mer. Je ne sais pas s'il y a des étudiants des départements d'outre-mer qui nous suivent, mais là, c'était un peu plus complexe et on est en train aussi de monter des choses. C'est le seul lieu, si jamais il y a des étudiants dans ce cas-là, enfin, qui peuvent aussi s'adresser à l'école, mais sur lequel on est en train de structurer plus les choses pour pouvoir préparer le concours N3S. Alors Enguerrand, c'est peut-être un cliché ce que je vais aborder, mais pour postuler dans l'école publique de la protection sociale, est-ce qu'il faut être particulièrement empathique et affable? Non, mais par contre, il faut avoir une certaine conscience des autres quand même, puisque quand on candidate dans une école du service public, l'idée, c'est quand même d'être utile aux autres. Donc, il faut quand même avoir une certaine attention portée à autrui. Après, pas besoin d'être affable mais ça demande quand même certaines qualités Très bien. Donc morales. c'est toujours mieux de l'être, et puis il faut être au moins à minima moral, c'est ça? Ouais, alors, je ne sais pas si je fais bien de choisir ce mot-là, mais oui, je pense que quelqu'un qui est là pour gagner beaucoup d'argent, d'abord, il sera déçu, puisque même si on gagne plutôt bien notre vie, on n'a pas non plus des milliers et des cents. Et ensuite, l'intérêt quand même de travailler à la sécurité sociale, c'est de servir autrui. Donc, il faut qu'on ait un intérêt à ce service, un Il faut intérêt réussir, moral, j'entends. il faut réussir à se remplir intérieurement du fait d'aider l'autre aussi. C'est une autre manière finalement de se payer, entre guillemets. Enguerrand, lors des épreuves orales, il faut venir avec une lettre de motivation, j'imagine que tu l'as fait, et se présenter pendant 10 minutes. Alors moi je trouve que 10 minutes c'est très long. Qu'est-ce qu'on dit pendant ces 10 minutes lorsqu'on a passé la phase d'admissibilité, on a passé les écrits grâce au centre de préparation, on arrive aux oraux, j'imagine qu'on est aussi préparé, ça va durer une demi-heure, il y a une épreuve qui dure une demi-heure notamment, il y a plusieurs oraux mais je parle de l'entretien de motivation, et là venez avec une lettre de motivation, présentez-vous pendant 10 minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et même ce que toi tu as dit? Moi, je trouve que 10 minutes, c'est pas forcément très long finalement, puisque même si on est candidat externe, on a 25, 26, 27 ans, on a déjà quasiment tous des expériences professionnelles, donc il faut en parler et faire le lien avec le N3S. Et puis, on a tous une expérience académique, on a travaillé sur des projets, sur des mémoires. Certains ont fait partie d'associations d'aide humanitaire etc. Donc, il faut en fait parler de nous et faire le lien avec le N3S et avec la sécurité sociale. Donc, finalement, celui qui est bien à sa place, il trouvera les 10 minutes pour parler de lui et pour faire le lien avec la sécurité sociale. Celui qui vient, qui réussit les écrits par chance finalement, mais qui ne réfléchit pas du tout à sa situation, effectivement, il aura peut-être du mal à trouver 10 minutes. Mais s'il fait de l'introspection, on trouve toujours un lien à faire entre son parcours et l'école, puisqu'il y en a nécessairement à partir du moment où on candidate pour le N3S. Peut-être Dominique, je ne veux pas vous poser exactement la même question, mais vous attendez quoi des postulants pendant cet entretien? Alors moi, je suis pas dans le jury, donc moi, j'attends pas bien en direct, si j'ose dire. Mais plus globalement, je pense que le rôle du jury dans cet entretien, c'est de vérifier effectivement le fait qu'il y a adéquation entre le profil du candidat et puis ce qu'on va proposer. Comme je disais tout à l'heure, on ne cherche pas à avoir des gens qui ensuite vont être mal à l'aise ou déçus ou pas adéquats par rapport au poste. Donc, c'est ça qu'on cherche à vérifier dans l'entretien. Donc, en fait, il faut être très spontané et naturel. Je pense que ce qu'on n'aime pas, c'est les gens qui jouent un jeu ou qui essayent de donner une apparence qu'ils n'ont pas. Et ça, le jury n'aime pas ça du tout, en général. Donc, je pense que là, en général, voilà, il faut être spontané. Et voilà, c'est vrai qu'on va regarder si, effectivement, un parcours professionnel de sécurité sociale eh ben, ça vous dit quelque chose, si vous avez vraiment réfléchi, si c'est mûr dans votre tête. Donc voilà, il faut un peu pour être capable de développer ça. Très bien, merci à Dominique pour ces conseils. Merci à Enguerrand également. Le premier cliché qu'on vient de démonter, selon moi, c'est alors il faut beaucoup préparer ses entretiens, être naturel malgré tout. Ça, je dirais que ce serait plutôt le paradoxe. Mais surtout, on n'est pas forcément obligé d'être empathique et affable, mais il faut quand même avoir une volonté de se nourrir moralement de son activité et de son métier. Et pour les autres, on a inventé la rubrique cliché. Les clichés, Enguerrand, Dominique, ça va être les idées préconçues, toutes reçues plutôt qu'on peut avoir aussi à propos de l'EN3S, à propos de Saint-Étienne, à propos de votre école. Dominique, quel est le premier cliché qui vous vient à l'esprit lorsque l'on évoque l'école dont vous êtes le directeur?
c'est le mot cliché, moi, qui me parle, si j'ose dire. Je crois que la vraie difficulté qu'on a, c'est de faire un zoom qui rend l'image nette, quoi, sur l'école, et que très souvent, c'est un peu gris, quoi. On ne sait pas très bien ce que c'est. D'abord, on a un problème, enfin, une question de notoriété, il faut être honnête, c'est pas l'école la plus connue. Et donc, très souvent, on a à faire connaître tout simplement cette voie. Et quelquefois, les étudiants ne se sont déjà mis des idées dans la tête. Donc voilà, enfin, c'est important de simplement arriver à dire ça existe. Et ensuite, sécurité sociale, ça parle moins que hôpital, si j'ose dire. Parce qu'hôpital, par exemple, il y a des séries, on peut voir des choses qui donnent d'ailleurs, à mon avis, une image totalement fausse, enfin, en tout cas, très, très loin de ce qu'est la réalité du poste d'administrateur à l'hôpital, puisqu'on voit les soignants, on voit quasiment jamais les administratifs. Et donc, bon, mais on a l'impression de savoir ce que c'est qu'un hôpital. Alors qu'une caisse de sécurité sociale, c'est beaucoup plus compliqué et identifier. Et donc, déjà, il faudrait que le cliché soit pas flou, mais soit net et qu'on identifie un peu ce qu'on peut faire dans ces parcours. Et en même temps, la diversité des parcours, le fait que ce n'est pas si homogène que ça, eh ben, c'est dire que effectivement, c'est plus quasiment une vidéo, une visio qu'il faut qu'un seul cliché, quoi. Parfois, il y a une espèce d'un peu de mise en abîme quand vous racontez ça, c'est-à-dire qu'à la fois le fond derrière vous est flou, mais vous apparaissez net, donc vous allez pouvoir justement, vous êtes en train de faire la mise au point sur ce qu'est le N3S. Je trouve ça amusant, je voulais le remarquer. Enguerrand, quel sera ton cliché à toi? Moi, je m'adresse plutôt du coup à ceux qui pensent essentiellement à la scolarité à l'EN3S et qui ont le cliché de l'EN3S basé à Saint-Étienne, ce qui est vrai, donc ce n'est pas un cliché. Le cliché, c'est plutôt de dire qu'une scolarité à Saint-Étienne, ce n'est pas une scolarité très douce, puisque finalement, Saint-Étienne n'a pas une très bonne réputation auprès de la population en général, et on pense que c'est une ville qui est à la fois laide, inactive, et où il n'y a pas grand-chose à faire, et comparé à une ville comme Rennes qui accueille je crois, l'école des directeurs d'hôpitaux, c'est vrai que c'est nettement moins attirant. Après, là où le cliché a tort, c'est que finalement, même si Saint-Étienne n'est pas la plus belle ville de France, ça c'est sûr, à l'EN3S, on fait beaucoup de stages. Donc, on est très souvent en dehors de Saint-Étienne, dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans l'outre-mer. Et surtout, à Saint-Étienne, on est tous dans un seul et même immeuble, ce qui permet d'avoir une vie de promotion très intense. Et on a quand même beaucoup de services à proximité, que ce soit des restaurants, des bars, des salles de sport. Et on a une communauté d'étudiants qui est très soudée. Et finalement, on ne s'ennuie jamais à Saint-Étienne en dehors des cours. Je ne dis pas qu'on s'ennuie pendant les cours, mais je veux dire que dès qu'on sort des cours, ce n'est pas parce qu'on est à Saint-Étienne qu'on s'ennuie. Finalement, il y a plein de choses à faire. Et puis il y a les Verts aussi à Saint-Étienne, j'imagine que ça doit Tout à rythmer fait. peut-être l'ambiance dans la Ouais. ville, non? On y est allé, Alors, je sais que moi j'y suis allé une seule fois, mais on y allait à plusieurs. Donc il y a eu 3-4 matchs qui ont été vus par des groupes d'élèves assez importants, dont des grands matchs Saint-Étienne contre Marseille, par exemple. Et c'est vrai que ça fait des billets qui sont pas très chers. Et même si on n'est pas tous fans de foot, le fait de se retrouver à 40 à regarder un match ensemble, bah, ça donne une certaine ambiance et c'est très agréable. Très bien, donc c'est la valeur humaine, hein, qui est mise en avant. Dominique, je propose qu'on rentre peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Combien de temps dure la formation? Pourriez-vous m'expliquer le découpage du programme et la pédagogie mise en place? Alors, la formation dure 18 mois, dont cumulé 6 mois de stage, et qui vont progressivement de stage découverte à un stage d'encadrement, puis un stage de direction. Je pense qu'on verra, on pourra revenir sur évidemment son vécu des stages, parce que c'est un moment évidemment important de la scolarité. Mais en même temps, il y a une construction, on essaye la plus progressive possible entre les enseignements à Saint-Étienne et les stages. Et ça, je crois que c'est vraiment un atout de l'école, c'est d'avoir une construction assez fine de la scolarité qui permet à l'élève d'acquérir des compétences progressivement et aussi de construire son parcours et l'idée qu'il se fera du poste qu'il va choisir à la sortie. Parce qu'on dit, c'est aussi très important, l'élève choisit le poste à la sortie, c'est pas il n'y a pas un rang de classement qui détermine le poste, mais c'est tout le parcours de la scolarité qui amène l'élève à travers les stages, à travers les enseignements, à travers les contacts avec des intervenants ou au sein de la promotion, à peu se faire son choix. Et je crois que c'est vraiment extrêmement important de dire que c'est voilà, un parcours qui arrive à un choix. Il y a beaucoup plus de postes proposés à la sortie que d'élèves. Et ça me semble extrêmement important.
Et le tout est autour d'une notion que je vais évoquer, un mot que je vais évoquer, mais en même temps qui est un mot un peu valise, qui est le management. L'école, elle prépare du management au sein d'un service public, et au service de politique publique. C'est ça qui est le cœur de l'école. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves à la sortie vont manager des équipes, hein, et donc il y a une question de management, de passer très souvent pour les externes notamment, ils étaient sur des études voilà, un peu théoriques, académiques, et à l'école, ils vont commencer à entrer vraiment dans des choses concrètes et les préparer, c'est une école de préparation à des fonctions diverses, mais qui sont reliées à la fois par le fait qu'il y a souvent du management et bien sûr la sécurité sociale au bout. Et puis, au service de politique publique, parce que nous sommes dans des domaines donc extrêmement sensibles pour les Français, très importants pour les pouvoirs publics, les retraites, la santé, les politiques familiales, les politiques sociales, qui bougent beaucoup. L'élève, en fait, il va être très rapidement assorti quelqu'un qui va piloter le changement. Il va piloter la production, il va piloter peut-être des ressources humaines, il va piloter de la relation avec d'autres acteurs, mais très souvent, enfin très rarement dans l'idée d'une pure continuité par rapport à ce qui se faisait, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui est le fil rouge de la scolarité, être pilote du changement dans un service public avec une fonction sociale, solidaire au service de l'ensemble de la population, comme l'a dit Enguerrand. Et alors, en quoi l'EN3S est différente, par exemple, d'une école de management classique? Je sais que, par exemple, certains étudiants peuvent être rémunérés, donc ce qui est différent également. Est-ce qu'il y a d'autres Tous les différences? étudiants sont rémunérés pendant la scolarité. Il y a une rémunération, une école de service public, donc effectivement, les élèves sont rémunérés. Et ensuite, le management, c'est-à-dire que à la fois, on est dans les conceptions modernes du management d'équipe qui peuvent dépasser les frontières publiques-privées. Par exemple, la question des capacités d'initiative des personnes qu'on va manager. Aujourd'hui, les jeunes générations ne souhaitent plus être managées comme des générations il y a 30 ans. Donc, comment, dans un univers public, on fait évoluer les modes de management? Ça, c'est une des choses qui nous intéresse, le management participatif. Par exemple, tous ces éléments-là, voilà, on essaye de travailler sur ces sujets. On est aussi, je me permets de le dire, puisqu'on est dans le service public, et là, c'est la différence avec le privé. Je suis un peu caricatural, mais dans le privé, effectivement, les gens qui ne vont pas, voilà, on peut donc facilement les licencier. Enfin, il peut y avoir du turnover très fort. Bon, ce n'est pas le cas dans le service public. Alors, on n'est pas dans la fonction publique aussi, il faut le dire, c'est le droit privé. Donc, c'est du management avec des outils de droit privé, ce qui nous distingue là d'un certain nombre d'autres écoles de service public qui sont dans les règles de fonction publique. Nous, ce n'est pas le cas, c'est le droit du travail qui s'applique. Donc, comment on est d'ailleurs la seule service public qui essaye de construire du management avec des outils de droit privé pour le service public. Et ça, c'est très intéressant d'arriver à conjuguer la mobilité ou la souplesse ou des outils du droit du travail avec le sujet du service public. Enguerrand, peut-être que tu peux nous parler à la première personne de tout ce que vient de décrire Dominique, nous dire comment toi tu l'as vécu. Dominique mentionnait les stages, hein, il y a un stage métier, un stage encadrement et un stage de direction. Peut-être que tu peux nous parler aussi de ton expérience, donc justement cette espèce de pédagogie par le faire. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler à la fois de cette confrontation entre le théorique et la pratique, et puis nous raconter ces 3 stages et nous dire à quel moment ils interviennent, à quoi ils servent? On t'écoute. Je trouve que ce qui est très bien construit dans le N3S, c'est que finalement, les stages permettent d'éclairer ce qu'on apprend à l'école. Souvent, quand on est en amphithéâtre et qu'on a un cours de management ou qu'on a un cours de pilotage du changement, pour n'en citer que 2, et qu'on est externe, on a du mal à se projeter. Et finalement, on comprend vraiment l'intérêt de ce cours-là à partir du moment où on a pu le tester sur le terrain, et c'est tout l'intérêt des stages. Et c'est vrai que plus on avance dans la scolarité, plus les stages nous mettent dans des responsabilités intéressantes et sont de plus en plus longs. Donc, on commence par des stages découvertes d'1 semaine dans chaque branche, qui sont simplement un stage d'espionnage, si je puis dire, on ne participe pas. Ensuite, on devrait avoir un stage de contact avec l'usager. Nous, on n'a pas eu cette chance durant mon année, puisque Covid obligeait et confinement obligeait, ce stage a disparu. Mais dans les autres promotions, ils ont donc ce contact avec le public. Et puis, on a des stages plus longs, donc un stage d'1 mois en tant que cadre de proximité,
Donc, c'est un stage qui est vraiment très important parce que ça permet de se mettre à la place des cadres qu'on va nécessairement manager dans notre premier poste. Et puis ensuite, un stage de 3 mois où on est rattaché à l'équipe de direction et autour d'un projet très concret. Et l'ensemble de ces stages-là permettent donc, je le redis, d'illustrer tout ce qu'on apprend au sein de la scolarité et surtout, ça affine notre projet. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant à l'EN3S, c'est cette complémentarité entre le théorique et le pratique. Et finalement, si on retirait le pratique, c'est vrai que l'école, elle perdrait beaucoup de son sens. Et en même temps, si on retirait le théorique, eh bien, on n'aurait plus tous les outils intellectuels qu'on peut avoir dans le cadre de la scolarité. Qui sont les enseignants de l'EN3S, Enguerrand? Est-ce que c'est d'anciens professionnels? Est-ce que c'est des gens qui sont actuellement en poste? Alors, il y a de tout. Ça va de l'homme d'une troupe de théâtre qui nous fait un cours de théâtre justement et de prise de parole en public, à des consultants spécialisés dans les relations humaines ou des directeurs de caisse, des experts de la CNAM, de la CNAF ou des professeurs d'université, professeurs de sociologie par exemple. Donc c'est vraiment un profil qui est extrêmement varié, qui est beaucoup plus varié que ce qu'on peut avoir en université ou en IEP, et qui peut-être se rapproche effectivement des intervenants qu'on peut avoir dans une école de management privée. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment des intervenants, on a beaucoup d'intervenants professionnels du secteur de la sécurité sociale. Donc nécessairement des experts dans leur domaine, alors que quand on fait une école de management privée, un expert du cosmétique, c'est pas un expert de l'alimentaire. Donc il n'y a pas cette vision transversale qu'ont nos intervenants. Très bien, c'est parfaitement clair. Dominique, peut-être une dernière question sur les cours avant de passer à la rubrique suivante. Quel est le dispositif d'évaluation des acquis et des progressions mis en place par le N3S? La plupart des enseignements donnent lieu à une évaluation qui prend diverses formes, et ça peut prendre la forme de petites épreuves écrites qui vérifient l'acquisition de connaissances. Par exemple, il y a un module comptable parce qu'il y a aussi une formation à des dimensions comptables et financières dans l'école. La sécurité sociale, bien sûr, il y a l'empathie, il y a l'humain, mais en fait, c'est aussi des grosses masses financières, donc il y a aussi cet aspect-là des choses. Donc, il y a donc des différents, donc des petites épreuves. Il y a dans la scolarité aussi des moments très forts qui sont les travaux de groupe, donc ce qu'on appelle notamment des recherches-actions ou des conduites de projets numériques. Et ces travaux de groupe donnent lieu à des livrables qui sont notés et qui donnent lieu à une soutenance aussi collective. Et il y a des notes donc collectives qui sont données au groupe à la fois sur le livrable écrit et sur leur soutenance orale. Voilà, c'est des formes diverses, effectivement, d'évaluation tout au long de la scolarité, plus à la fin de la scolarité, un jury. Et donc, tout ceci est assez suivi. Et donc, voilà, c'est effectivement, c'est évalué tout au long de la scolarité. Enguerrand, comment tu décrirais, et après je vais vraiment passer à la rubrique suivante, c'est une promesse, comment tu décrirais le rythme justement? Est-ce que c'est très intense? Est-ce que avec justement tous ces jalons que met le N3S, ça vous permet finalement d'avoir un rythme qui soit mesuré? Ça dépend vraiment des périodes. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas comme à l'université où il y a des périodes enfin, si, on est comme à l'université où il y a des périodes de partiels qui sont plus intenses que le reste du temps. Mais c'est vrai que contrairement à l'université, les périodes de partiels, elles sont assez éclatées finalement. Tous les examens ne sont pas au même moment. On a donc beaucoup de contrôle continu, comme le disait Dominique Libaud, mais on a aussi donc des examens terminaux qui accélèrent le rythme. On a des projets qui nécessairement accélèrent le rythme, mais on a aussi des phases où finalement on a quasiment que des cours. Et donc, comme à l'université ou comme en IEP, ces phases-là, elles sont un peu plus calmes. Parfait, merci à tous les deux. On passe réellement cette fois-ci à la rubrique suivante, c'est le qui suis-je. Alors le qui suis-je, Enguerrand, Dominique, ça va être 3 personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le plus à votre école. Ce n'est pas un jeu de devinette, donc je vais vous en parler tout de suite. Le premier, en partant de ma gauche, c'est Coluche, Michel Colucci, c'est un humoriste et comédien français. Il est fondateur des Restos du Cœur en 1985 pour lutter contre la pauvreté. Donc c'est une association à but non lucratif. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles, puisqu'on parlait de protection sociale,
C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai sélectionné. Celui du centre, je pense que vous le connaissez bien, a priori, si vous êtes à l'EN3S, puisque c'est Michel Debré. C'est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de la Ve République. Et il est notamment, il est à l'origine de l'impulsion créatrice de l'EN3S, qui à l'époque s'appelait le CE3S, sous la présidence du général de Gaulle. Et puis le dernier, c'est Robin des Bois. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte que c'est un renard, hein, mais en tout cas, c'est Robin des Bois avec cette idée. Alors, c'est une forme de protection sociale différente qu'il avait mise en place, lui, en essayant justement de redistribuer les richesses de la manière la plus juste possible pour que personne ne soit oublié. Peut-être, Dominique, je vais vous laisser choisir. L'objectif, c'est de ne pas choisir le même, vous l'aurez compris. Donc, Dominique, je vous laisse le choix des armes. Je ne vais pas prendre quand même Robin des Bois. C'était bien, c'est une idée tout à fait. J'ai beaucoup de sympathie pour Robin des Bois. Mais c'est vrai que la grande différence, justement par rapport au temps de Robin des Bois, c'est la sécurité sociale essaye d'installer la solidarité dans un état de droit. Et donc, normalement, on se sert du droit pour construire l'ensemble de ces éléments. Et donc, voilà, on n'est pas hors la loi à la sécurité sociale, et on essaye d'améliorer la loi et de faire que la loi soit au service. Et c'est, je crois, une grande partie du progrès, tout simplement, de l'humanité, des démocraties, etc., ce qu'on appelle, voilà, c'est tout le progrès social depuis le 19e siècle, c'est justement d'arriver à instaurer au sein des sociétés, par rapport aux sociétés féodales qui effectivement ne concevaient pas du tout ça, sinon à travers des systèmes d'assistance religieuse, etc., eh bien, c'est d'instruire ces éléments de solidarité, de pot commun, comme disait Jean-Jacques Dupéroux, qui est un grand professeur de droit de la sécurité sociale, au cœur de la société. Et donc, c'est pour ça, alors, je vais choisir plutôt Michel Debré, même si j'aurais tendance à dire, moi, ce qui m'aurait plu, c'est effectivement de mixer dans l'image Michel Debré et Coluche, parce que, en fait, c'est Michel Debré, effectivement, il a donc créé cette école, notamment sur la suggestion de Jean-Jacques Dupéroux que je venais d'évoquer. Donc, voilà, on lui est reconnaissant. Bon, c'est certainement, il incarne une grande idée de la République. Je ne suis pas sûr qu'il était passionné par les politiques sociales pour autant. Et donc, c'est effectivement, l'idéal serait peut-être un mix entre Michel Debré et Coluche, mais je choisis Michel Debré. Voilà. Parfait. Merci Dominique. Enguerrand, il te reste donc deux possibilités. Ne te laisse pas influencer par le choix de Dominique. C'est assez compliqué de choisir, d'abord parce que Coluche, en dehors de sa personnalité qui fait qu'associer un humoriste à l'école, ce ne serait pas forcément une très bonne idée, même si pour le coup il est extrêmement populaire. Le problème, c'est que les Restos du Cœur, c'est pour moi un signe aussi de désengagement du service public, puisque c'est porté par autre chose que par la puissance publique, même si c'est très bien, mais c'est de l'associatif. Alors que justement, la sécurité sociale, c'est une forme de solidarité qui est organisée au niveau national par la puissance publique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même idée. C'est finalement, le Resto du Cœur intervient là où nous échouons. Et à l'inverse, comme l'a dit Dominique Libaud, Robin des Bois, même si moi aussi, j'adore le personnage et Walter Scott, Robin des Bois, il vole aux riches pour donner aux pauvres, et il se met en dehors de la loi. Donc, encore une fois, c'est assez compliqué de choisir entre ces deux personnages, même si les deux peuvent inspirer d'une certaine manière la sécurité sociale. Mais puisque je n'ai pas le choix, je préférerais prendre du coup Coluche, puisque au moins il fait plutôt l'unanimité des Français, alors que Robin des Bois, je pense qu'il divise plus que le créateur des Restos du Cœur. Écoutez, je vous remercie en tout cas, vous êtes prêté à l'exercice. C'était du coup presque 3 mauvais choix, si je résume, Enguerrand. Non, merci Dominique. Je plaisante, bien sûr. Un petit complément, mais bien sûr. En même temps, moi je dis, la sécurité sociale, c'est hyper important effectivement de faire vivre ça dans notre démocratie, dans notre République, de dire c'est constitutif de notre lien les uns avec les autres, mais c'est pas exclusif d'autres solidarités non plus. C'est ce que je veux dire, et je pense que demain, il faut... il y a des solidarités professionnelles, familiales et associatives. Et l'ensemble enrichit la solidarité nationale qui est celle de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est des solidarités complémentaires pour moi. Parfait, évidemment, Robin des Bois, c'était un clin d'œil, puisque je crois que c'est un des slogans, c'est « voler aux riches pour redonner aux pauvres ». Évidemment, on ne vole pas. Dominique, vous avez beaucoup parlé de la diversité des métiers auxquels le N3S donnait accès. Est-ce qu'on pourrait peut-être définir les fonctions dirigeantes de la protection sociale auxquelles justement on peut accéder une fois qu'on est diplômé ?
Alors, quand on est diplômé, dans un premier temps, généralement, on n'est pas ce qu'on appelle dans le jargon sécurité sociale agent de direction, tout ça, mais il n'y a pas d'une grande importance. Mais enfin, disons, voilà, c'est le stade auquel on aspire, on y arrive au bout de quelques années. Donc, au début, on va avoir des postes qui peuvent être des postes ressources humaines, des postes comptables, des postes responsables de gestionnaires de prestations, des postes d'action sociale, des postes d'assistants de direction, enfin disons d'être auprès du directeur, donc un collaborateur proche du directeur de façon un peu synthétique sur l'ensemble des sujets. Donc en fait, c'est très vaste. Généralement, dans un organisme de base de la sécurité sociale. Alors, je l'ai dit aussi, ça peut être aussi en agence régionale de santé. J'en dis un petit mot parce qu'on en parle peu, on a cette image sécurité sociale, mais on peut aussi sortir dans une agence régionale de santé, par exemple sur un poste de directeur départemental en agence régionale de santé. C'est aussi extrêmement intéressant au moment où il y a des enjeux très forts sur la réorganisation de l'offre de santé en France, où il faut mieux faire fonctionner l'ensemble des acteurs de santé et où l'agence régionale de santé est amenée de plus en plus à travailler avec l'assurance maladie. Donc demain, moi je pense qu'il y a des carrières qui vont se jouer de plus en plus de passages entre assurance maladie et ARS notamment, et qui sur le sujet de comment demain on fait fonctionner le système de santé, notamment par rapport au défi du vieillissement, qui est un défi très fort de la société française. Donc voilà. Et ensuite, une fois ces postes-là, donc c'est des postes de directeur, directeur adjoint, directeur de caisse de base auxquels on peut parvenir, ou en caisse nationale, parce que donc l'idée c'est aussi de pouvoir passer éventuellement de caisse de base à caisse nationale dans un poste plus de gestion de proximité. Et on sait bien que les pouvoirs publics qui demandent aux services publics, aux cadres dirigeants d'être dans la proximité par rapport aux citoyens, et ça, les postes qu'on offre proposent ça. Mais aussi, si on souhaite être plus à un moment donné sur le pilotage de politique publique au national, eh ben, c'est tout à fait possible, bien évidemment, en caisse nationale de sécurité sociale, voire aller du côté de l'État aussi. C'est ce que font aussi un certain nombre d'anciens élèves. Et donc, il y a de plus en plus de passerelles pour passer de l'un à l'autre. J'insiste énormément sur cette diversité des parcours offerts par le N3S. Enguerrand, on l'entend, hein, quand Dominique en parle, il y a vraiment une multitude de choix, ça a l'air d'être très vaste, dans des domaines qui sont très différents les uns des autres. Quand tu es un peu perdu peut-être dans tes choix professionnels, quand je dis perdu, j'imagine que tu as une direction, hein, la protection sociale et l'envie d'aider l'autre et de servir les Français, mais c'est peut-être pas forcément aussi précis qu'un poste. Tu le disais toi-même, hein, il y a 10 ans, tu ne savais pas que tu ferais le N3S. Est-ce que vous êtes aidé au sein de l'école pour justement peut-être vous aider à construire un projet professionnel plus affiné ? Bien sûr, alors c'est très progressif parce que évidemment quand je suis entré à l'EN3S, j'avais aucune idée du poste exact que je voulais en sortie. Donc moi à l'origine, je voulais plutôt travailler à l'accueil d'une CAF en étant responsable du service accueil, et au final je me retrouve à l'assurance maladie à gérer le service prestation en espèces. Donc ça n'a rien à voir. Et pendant la scolarité, on a donc un accompagnement d'administratif, donc de référent administratif de l'école. On a un accompagnement d'un référent professionnel qui est donc un ancien de l'EN3S qui, en institution, nous accompagne dans notre choix. On a aussi un accompagnement d'un psychologue pour savoir si la scolarité se passe bien ou est-ce qu'on en est émotionnellement, psychologiquement. Donc, c'est aussi relativement intéressant. Et puis, évidemment, ce qui est le plus déterminant, c'est l'ensemble des stages. Et parce que cet ensemble de stages, ça permet d'affiner le poste qu'on désirera en sortie. Et puis, au moment où c'est l'heure du choix, on a finalement 2,5 postes possibles par élève. C'est-à-dire qu'on a une bourse d'emploi qui comporte environ 130, 140, 150 emplois, et on est une cinquantaine d'élèves. Donc, on doit se positionner sur ces postes et on a énormément de choix. Souvent, arrivé à cette bourse d'emploi, on a déjà une idée assez précise de ce qu'on veut faire, mais c'est pas systématique. C'est vrai que parfois, c'est encore durant les entretiens avec les recruteurs ou durant un entretien avec le N3S que notre choix s'affine réellement. Donc, faut pas s'inquiéter si on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut faire 3 mois avant de tenter le N3S. Ça, c'est normal. Ok, bon, je pense que tu as rassuré un bon nombre d'étudiants. Dominique, peut-être une autre question. On a passé un peu de temps à opposer le public et le privé. Est-ce qu'il existe une passerelle? J'imagine que ce n'est pas la majorité de vos diplômés, il n'y en a peut-être même eu aucun qui est concerné, mais je me posais la question de savoir est-ce qu'il y a une passerelle justement de l'EN3S, par exemple, vers le secteur privé pour des étudiants qui souhaiteraient ensuite continuer ailleurs?
Alors, des passerelles, ça existe, surtout dans des secteurs qui sont proches de la sécurité sociale de base. C'est plutôt là que je vois des parcours professionnels qui peuvent se faire, qui d'ailleurs effectivement restent un peu minoritaires au jour d'aujourd'hui, parce qu'il se trouve que la plupart des anciens élèves de 3 se trouvent très bien dans l'univers sécurité sociale, et moi je note une très grande fidélité à cet univers. Mais si on veut par exemple aller vers la mutualité française, je vous donne cet exemple parce qu'il y a un ancien élève de l'école qui a été jusqu'à peu directeur de la FNMF, de la Fédération nationale de mutualité française, et qui est revenu dans la sécurité sociale pour être directeur d'une caisse d'assurance maladie. Donc, c'est des parcours possibles, c'est des parcours réalisables. Donc, voilà, c'est ça que je vois plus actuellement. Ma perception, c'est que dans les années à venir, on va encore élargir ces possibilités. Bon, pour être tout à fait honnête, par exemple, il y a un sujet qui ne fonctionne pas très bien actuellement encore, c'est les parcours avec l'univers de l'emploi, Pôle emploi, etc., qui est en dehors du registre N3S, alors qui est très proche. Voilà, c'est un des axes de travail qu'on a actuellement avec Pôle emploi, de permettre demain des parcours plus simples. Et je pense que dans les années à venir, on va aller dans des parcours de plus en plus diversifiés encore. Mais oui, c'est possible si on souhaite faire une expérience en dehors de la sécurité sociale. Et je pense que ça sera de plus en plus valorisé demain dans les parcours. Enguerrand, juste avant qu'on passe au temps additionnel, est-ce que tu pourrais nous donner le N3S en 3 mots du coup? 3 mots. Diversité des profils et des métiers. Social, bon, c'est déjà dans le terme N3S, mais je pense que c'est vraiment important à retenir. Et du sens, puisque finalement, c'est lié bien sûr à social, mais si on cherche un métier avec du sens, c'est vrai que le N3S, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. À l'inverse, si on ne s'intéresse pas du tout au sens, je pense que le N3S n'est pas nécessairement une bonne solution. Parfait, merci beaucoup Enguerrand. Donc diversité, sociale et du sens, on passe tout de suite au temps additionnel. On aurait pu se dire donner du sens à la diversité sociale, mais je vais vous laisser Enguerrand, Dominique, conclure sur voilà, ce qui a été dit. Il nous reste 2 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir bien peut-être revenir sur un point qu'on a évoqué ou à l'inverse souligner un point qui n'a pas encore été évoqué et que vous souhaitez absolument mentionner. Enguerrand, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu souhaites dire? Peut-être un étudiant qui regarde et qui hésite ou à l'inverse simplement une dimension de l'école qu'on n'a pas encore abordée. D'abord, ce que je souhaite dire, c'est qu'effectivement, c'est une école qui est relativement accessible. Quand je dis relativement, c'est parce qu'elle est plus facile que des concours extrêmement sélectifs, type ENA, INET, directeur d'hôpitaux ou administrateur du Sénat. Par contre, elle n'est pas accessible non plus à tous. Dominique Libault l'a déjà dit, il y a un élève sur 7 qui réussit à l'avoir. C'est un concours qui se prépare, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une chance et un talent incroyable pour réussir le N3S sans préparation spécifique et sans préparation dédiée. Par contre, quelqu'un qui se prépare sérieusement, il a toutes ses chances de réussir à intégrer l'école. Et puis, finalement, il a toutes ses chances aussi de s'intéresser à la scolarité et de s'intéresser au métier en sortie, puisque c'est extrêmement rare qu'un élève ressorte de l'EN3S en se disant finalement, la sécurité sociale, c'est pas fait pour nous. Ou quelqu'un qui commence son métier et qui, au bout de quelques années, se dit finalement, la sécurité sociale, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement marginales. Donc, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est des métiers qui plaisent, ça veut dire que c'est une activité qui plaît. Et j'encourage tous ceux qui peuvent être intéressés par le domaine du social, qui hésitent entre DH, D3S et le N3S, à vraiment penser sur la sécurité sociale et sur le N3S, parce que plus tard, ils risquent d'être déçus s'ils décident de fermer la porte et de se consacrer uniquement à d'autres métiers. Merci Enguerrand. Dominique, quels sont les derniers mots, les dernières phrases, les dernières pensées que vous souhaitez partager avec nous? Qui me frappe dans les parcours sécurité sociale, c'est qu'ils permettent à des jeunes, ou des moins jeunes, d'être acteurs véritablement du service public demain. C'est-à-dire acteurs avec une vraie marge d'action. La marge d'action dans l'action publique, moi qui étais directeur de la mission centrale, je peux le dire, elle est de moins en moins
dans la construction de normes, dans l'État, dans le fait d'avoir des budgets nouveaux, mirifiques. Tout ça, c'est beaucoup moins évident. Demain, le service public va se construire dans la proximité avec les gens et notamment autour d'enjeux qui sont des enjeux de santé, des enjeux de protection sociale au sens large et des enjeux qui n'ignorent pas pour autant tout l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire la transition démographique, mais aussi la transition environnementale, la transition numérique, et qui s'emparent de tous ces sujets pour garantir aux générations futures le fait qu'on continue à vivre dans un système qui donne une valeur forte à la vie humaine et à donner à chacun la possibilité d'avoir une vie comme il l'entend. C'est un peu ça l'enjeu finalement de la sécurité sociale. Donc voilà, donc vous pouvez trouver dans tous les métiers qu'il y a, je pense, des éléments qui correspondent mieux à vos personnalités, mais toujours avec cette idée du sens derrière et des vraies marges d'action. C'est ça que je voulais dire in fine. Merci beaucoup Dominique, merci Enguerrand et Dominique, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on souhaite donner du sens à sa carrière, si on souhaite évoluer dans un cadre social et en même temps qui met en avant la diversité, si ce menu vous intéresse, c'est à l'EN3S que ça se passe. Merci d'avoir regardé cet entretien et je vous dis à très bientôt sur Campus Channel.